Salut à tous! C'était au tout début du 28 février 2026, la plus grande partie du monde dormait. Mais quelque part dans le ciel de l'Iran, quelque chose était déjà en mouvement. Aucune lumière, aucun bruit, aucune signature radar, juste une forme qui fendait silencieusement l'obscurité. Les opérateurs de la défense aérienne iranienne étaient à leur poste, leurs écrans étaient allumés, leur système fonctionnait, mais ils ne voyaient rien, parce que ce qui volait au-dessus d'eux n'avait jamais été censé être vu. Cet appareil, c'était le Finder Raptor, et son arrivée dans l'espace aérien iranien, cette nuit-là, n'avait rien d'un accident. Ce n'était pas une provocation. C'était le premier mouvement de l'une des opérations militaires les plus soigneusement planifiées de l'histoire moderne. À 2h du matin, heure de l'Est, le président Trump a fait une annonce sur Truth Social. Il a publié une vidéo de 8 minutes adressée directement au peuple iranien. Le message était simple. Ce qui allait venir n'était pas un avertissement. C'était déjà en cours. Dans le style Trump, même l'ouverture d'une guerre devait sonner comme une mise en ligne médiatique, comme si la stratégie fonctionnait mieux après un envoi dramatique. L'opération portait un nom, Opération Epic Fury. Et dès la toute première heure, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une frappe limitée. Ce n'était pas un seul missile frappant une seule installation. Le United States Central Command, opérant aux côtés de la campagne parallèle d'Israël connue sous le nom d'opération Roaring Lion, avait lancé un assaut militaire coordonné d'une ampleur historique. Ce genre d'appellation a toujours la même saveur. Un peu de doctrine de champ de bataille, un peu d'image de campagne, avec juste assez de force théâtrale pour donner à la formule médiatique une dimension plus grande que la carte. Les analystes ont noté presque immédiatement que cette opération était fondamentalement différente de tout ce qui l'avait précédé. En juin 2025, opération Midnight Hammer avait frappé les installations nucléaires iraniennes. C'était ciblé, contrôlé, limité. Opération Epic Fury n'était rien de tout cela. La Maison-Blanche a présenté 4 objectifs centraux dès le premier jour. Premièrement, détruire complètement l'arsenal de missiles balistiques de l'Iran et démanteler chaque installation capable d'en produire davantage. Deuxièmement, éliminer la marine iranienne en tant que force de combat organisée. Troisièmement, couper tous les liens entre l'Iran et les groupes mandataires qu'il finançait à travers le Moyen-Orient depuis des décennies. Quatrièmement, garantir de façon permanente que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire. Ce n'étaient pas des éléments de langage, c'était des cibles opérationnelles. Le général Dan Kane, président des Joint Chiefs, a déclaré que l'opération avait été spécifiquement conçue pour retirer à l'Iran sa capacité de projeter sa puissance au-delà de ses propres frontières, aujourd'hui comme à l'avenir. Cela n'avait pas été conçu pour envoyer un message, cela avait été conçu pour produire un résultat permanent. Le camp Trump a pourtant toujours eu le talent de faire sonner même le langage militaire le plus dur, comme s'il avait d'abord été testé dans une salle pleine de micros. Au 23 mars, le commandement central des États-Unis a confirmé que les forces américaines avaient mené plus de 10 000 vols de combat et frappé plus de 10 000 cibles iraniennes. Près de 300 chasseurs de l'Air Force, de la Navy et du Marine Corps étaient impliqués. Au moins 20 bombardiers ont rejoint leur campagne. Environ 75 avions ravitailleurs ont maintenu l'ensemble de la force opérationnelle à travers le vaste territoire iranien. Ce n'est pas une campagne aérienne, c'est une domination aérienne totale. Mais la question qui compte le plus est la suivante. Comment les forces américaines ont-elles traversé l'un des espaces aériens les plus lourdement défendus du Moyen-Orient, comme si les défenses n'existaient même pas? La réponse remonte à une décision prise des semaines avant la première frappe. Des Finder Raptor ont été discrètement déplacés vers la base aérienne d'Ovda, dans le sud d'Israël, les plaçant à portée de frappe de l'Iran bien avant qu'une seule bombe ne soit larguée. Les services de renseignement iraniens n'ont soit pas compris ce que signifiait ce déploiement, soit ils l'ont compris et n'ont rien pu faire. Dans un cas comme dans l'autre, le résultat a été le même. Quand Opération Epic Fury a été lancée, le 22 était déjà en position, déjà prêt à faire ce qu'aucun autre appareil au monde n'est capable de faire. Il est entré en premier, il est entré sans être vu, et tout ce qui a suivi a été rendu possible par cette seule décision. L'appareil faisait le vrai travail dans le silence, pendant que la machine politique, chez elle, préférait comme d'habitude la partie la plus bruyante du récit.
Imaginez passer 30 ans à construire un mur, brique par brique, couche par couche, année après année. Vous y investissez des milliards de dollars. Vous achetez les meilleurs systèmes que l'argent puisse offrir. Vous formez vos équipes. Vous faites vos exercices, vous vous dites rien ne passera à travers ce mur. Et puis une nuit, quelque chose passe droit au travers. Pas au-dessus, pas autour, au travers. Et vous n'avez même jamais su que c'était là. C'est exactement ce qui est arrivé au réseau de défense aérienne de l'Iran au moment où le Finder Raptor est entré dans son espace aérien. Pour comprendre ce que le Finder a fait au-dessus de l'Iran, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le Finder. L'United States Air Force l'a décrit comme une combinaison de furtivité, de capacité de supercroisière, d'avionique intégrée et de manœuvrabilité qui produit un résultat décisif. Première détection, premier tir, première destruction. Cette formule n'est pas un slogan marketing. C'est une doctrine opérationnelle. Et au-dessus de l'Iran, elle a été exécutée avec une précision dévastatrice. La furtivité est le point de départ de l'avantage du 20-2. Mais la plupart des gens comprennent mal ce que la furtivité signifie réellement, en pratique. Cela ne veut pas dire invisible à l'œil humain. Cela veut dire invisible au radar. Le 22 est construit avec des matériaux absorbant les ondes radar. Toute sa forme est conçue non pas pour renvoyer les ondes radar vers leur source, mais pour les disperser. Le résultat est une surface équivalente radar à peu près de la taille d'une bille. Le réseau de défense aérienne iranien comprenait des systèmes de missiles solaires S-300 d'origine russe. Ce sont parmi les systèmes de moyenne à longue portée les plus performants au monde. Pour la plupart des appareils, une batterie S-300 constitue une menace sérieuse et potentiellement mortelle. Pour un Finder, c'est essentiellement un non-facteur. Les opérateurs iraniens ne pouvaient pas engager ce que leur système ne pouvait pas détecter. Et leur système ne détectait rien. La deuxième couche technique, c'est la supercroisière. La plupart des chasseurs, lorsqu'ils ont besoin d'aller vite, enclenchent la post-combustion. La post-combustion génère une poussée énorme, mais elle génère aussi une chaleur énorme. Et la chaleur est précisément ce que les systèmes de détection infrarouge sont conçus pour repérer. Le 22 n'a pas besoin de post-combustion pour maintenir un vol supersonique. Il croise au-dessus de Mach 1.5 avec ses moteurs standards seulement. Cela signifie qu'il vole vite, couvre de très grandes distances, atteint rapidement ses cibles et ressort avant que le moindre système de défense restant puisse même commencer à calculer une réponse. Au-dessus du territoire iranien, qui s'étend sur des centaines de milles de terrain variés, cette seule capacité a changé la géométrie de toute l'opération. Mais la furtivité et la vitesse ne suffisent pas, à elles seules, à expliquer l'ampleur de ce qui a été accompli. La troisième capacité, et peut être la plus importante sur le plan stratégique, c'est la fusion des capteurs. Le 22 emporte le radar AN APG 77 à antenne active. Il peut suivre des dizaines de cibles simultanément et surtout il le fait en émettant des signaux si brefs et si complexes que les systèmes de guerre électronique ennemis ont du mal à les détecter. Ce que cela signifie en pratique est extraordinaire. Un seul Finder volant silencieusement en altitude, invisible pour tous les radars en dessous de lui, recueillait en même temps des données sur les nœuds de défense aérienne iraniens, les sites radars, les batteries de missiles, les postes de commandement, les infrastructures de communication, et il transmettait toutes ces données en temps réel à toutes les autres plateformes de la coalition. Les F-35 qui attendaient à distance sécuritaire recevaient ces données de ciblage, les appareils de frappe les recevaient aussi. Tout le dispositif de frappe était guidé par un appareil dont l'Iran ne savait même pas qu'il était dans le ciel au-dessus de lui. C'est la partie que le récit politique a l'habitude d'écraser. Le matériel est complexe, le timing est impitoyable, et la version des faits conçus pour les slogans est toujours la moins instructive. C'est pas une capacité nouvelle. Elle avait été annoncée il y a plus de 10 ans. En 2013, des F-4 Phantom iraniens ont tenté d'intercepter un drone américain volant dans l'espace aérien international. Les États-Unis ont répondu en escortant leur drone avec des Finder.
Le lieutenant-colonel Kevin Sutterfield a fait passer son Raptor directement sous les avions iraniens qui approchaient, y est resté, puis il s'est porté à leur niveau. Il leur a dit de rentrer chez eux. Ils ont obéi parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas le suivre, ils n'avaient aucune solution de tir et aucune option. Cette rencontre n'est pas un incident, c'était un avant-goût. L'Iran a eu 13 ans pour étudier ce moment. 13 ans pour développer des contre-mesures. 13 ans pour investir dans des systèmes capables de détecter ce qui arrivait. Ils ne l'ont pas fait. Au 30 mars 2026, les forces de défense israéliennes ont indiqué qu'environ 80% du réseau intégré de défense aérienne de l'Iran avait été détruit. Des décennies d'investissement, des milliards de dollars, du matériel russe, des systèmes produits localement, des couches et des couches d'intercepteurs disparus. Et la preuve la plus claire de l'ampleur de l'effondrement du réseau n'était pas une statistique, c'était une image. Un B-52 Stratofortress, un bombardier conçu dans les années 1950, énorme, lent et visible au radar à des distances considérables, menant des missions au-dessus du territoire iranien. Un réseau de défense aérienne fonctionnel l'aurait détruit à l'approche. Le fait qu'il volait librement disait tout. Il existe un certain type de silence qui suit la destruction. Pas le silence de la paix, pas le silence du calme, mais le silence de quelque chose qui n'existe plus. C'est ce silence qui est descendu sur la structure de commandement militaire iranienne dans les semaines qui ont suivi le 28 février 2026. Un à un, les noms ont disparu. Un à un, les postes sont restés vacants. Maintenant, un à un, les écrans qui coordonnaient autrefois l'une des organisations militaires les plus actives du Moyen-Orient se sont éteints. Les chiffres apparus durant les premières semaines d'opération Epic Fury n'étaient pas ceux d'une campagne de frappe limitée, c'étaient les chiffres d'un démantèlement systématique. Au 23 mars, le commandement central des États-Unis a confirmé des frappes contre plus de 10 000 cibles iraniennes. Les forces navales iraniennes, selon les évaluations opérationnelles, avaient été neutralisées à hauteur de 4,25 à 4,95%. Plus de 120 navires iraniens, y compris des sous-marins et des bâtiments poseurs de mines, avaient été endommagés ou coulés. Les infrastructures portuaires, le long du littoral iranien, avaient été frappées à plusieurs reprises. La marine iranienne, une organisation qui avait passé des années à harceler les navires américains dans le golfe Persique et à menacer les voies maritimes mondiales avec assez d'assurance pour faire les manchettes internationales, a cessé d'exister comme force de combat organisée. Mais la destruction navale ne constituait qu'une seule couche. Le programme nucléaire iranien, déjà sévèrement dégradé par opération Midnight Hammer en juin 2025, a de nouveau été frappé. Les installations d'enrichissement de Fordo et de Natanz avaient été endommagées lors de la campagne précédente. Opération Epic Fury a ajouté de nouvelles frappes visant des centres administratifs, des installations de recherche à double usage et ce que des rapports ont identifié comme le siège de l'agence iranienne de l'énergie atomique à Tran. L'installation de recherche et d'essais explosifs de Parton a également été touchée. Les analystes ont estimé que la trajectoire de l'Iran vers l'arme nucléaire avait été repoussée de quelque part entre 60 et 80%. L'entreprise iranienne de missiles balistiques, pièce maîtresse de sa stratégie de dissuasion régionale depuis des décennies, a été visée à tous les niveaux, plateforme de lancement, installation de production, site de stockage. L'infrastructure de commandement qui aurait coordonné toute campagne de missiles à grande échelle a été systématiquement attaquée et dégradée. Dans un geste de désespoir, durant les 4 premiers jours de l'opération seulement, l'Iran a lancé plus de 500 missiles balistiques et 2000 drones d'attaque. C'était une folie immense, mais c'était aussi révélateur. L'Iran brûlait son stock existant parce que sa capacité à produire des remplacements avait déjà été compromise. Au 29 mars, les tirs de missiles iraniens contre des cibles des États du Golfe avaient chuté de 22% en une seule journée. 42 missiles tirés contre 54 la veille. La trajectoire ne laissait aucun doute. L'Iran n'était pas en train d'escalader. Il était en train de s'épuiser. Et pourtant, dans l'univers Trump, le réflexe reste toujours le même dans ce genre de moment. Parler comme si l'épuisement sur le terrain n'était qu'une autre occasion de triomphalisme au podium, mais la destruction du matériel et des infrastructures ne raconte qu'une partie de l'histoire. Au 20 et 1 mars, au moins 70
hauts responsables du régime iranien avaient été tués depuis les premières heures d'opération Epic Fury. Mohammad Pakpour, commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, a été tué le premier jour de l'opération. Le commandant supérieur de la force aérospatiale du CGRI a été éliminé. Ali Hachemi, ancien coordinateur adjoint du corps, a été tué. Plusieurs officiers des branches libanaises et palestiniennes du CGRI ont été éliminés. Le propre porte-parole du CGRI n'a pas survécu. Un ciblage de ce niveau de direction, avec un tel degré de précision, ne se produit pas sans un renseignement en temps réel, recueilli directement à l'intérieur de l'environnement de menace. Les Fan 2, orbitant silencieusement au-dessus du territoire iranien, alimentant les vagues de frappe en données de capteurs, faisaient presque certainement partie de la chaîne de renseignement qui a rendu ces éliminations possibles. Et pourtant, c'est aussi à ce moment-là que le récit exige de l'honnêteté, parce que la guerre n'épargne pas qu'un seul camp. Au 31 mars 2026, les chiffres du Pentagone confirmaient que 13 militaires américains avaient été tués dans les opérations contre l'Iran. 348 avaient été blessés. Ce n'étaient pas des statistiques, c'étaient des personnes. Le major Jeffrey O'Brien, 45 hands. Le Chief Warrant Officer, 3, Robert Morzin, 54 hands. Le capitaine Cody Cork, 35 hands. La sergente de première classe Nicolas Maire, 39 ans. Le sergent de première classe Noah Tickens, 42 ans. Le spécialiste Declan Cody, à peine 20 ans. Tous les situés dans une seule attaque de drone iranien à Porta, au Koweït, le 1er mars. Le sergent Benjamin Pennington, 26 ans, a été tué dans une autre attaque contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie Saoudite, le 8 mars. Ces noms méritent d'être prononcés clairement, parce que derrière chaque chiffre de ce conflit, il y a une vie qui ne rentrera pas à la maison. C'est exactement là que l'habituelle posture martiale politique s'effondre sous sa propre superficialité. Le slogan survit au point de presse, mais le coup, lui, ne reste pas sur le papier. Puis est venu le 3 avril 2026. Un Quincy Strike Eagle de l'US Air Force a été abattu au-dessus du sud-ouest de l'Iran. Les médias d'État iraniens ont immédiatement affirmé avoir détruit un F-35. L'analyse de l'épave a déterminé que cette affirmation était fausse. Un membre d'équipage a été récupéré par les forces américaines et a reçu des soins médicaux. Les opérations de recherche se poursuivaient pour le second. Il s'agissait de la première perte confirmée d'un appareil américain piloté à cause du feu ennemi dans l'opération Epic Fury, et cela a révélé quelque chose d'important. L'Iran, malgré la perte de 80% de son réseau de défense aérienne, conservait encore une capacité résiduelle dans certains corridors. Le F-15E, un appareil redoutable et éprouvé au combat, n'est pas furtif. Il évoluait dans un environnement où des poches de capacité de défense aérienne iranienne existaient encore, et il a été repéré. Le F-2, lui, n'a pas été repéré, pas une seule fois, pas dans une seule mission, à travers des semaines d'opérations continues au-dessus du territoire iranien. Parce qu'on ne peut pas abattre ce qu'on ne peut pas voir. Chaque guerre connaît un moment où le champ de bataille bascule, où le prochain mouvement détermine tout ce qui suit. Opération Epic Fury a atteint ce moment-là. La campagne aérienne a fait ce pour quoi elle avait été conçue. Les défenses aériennes iraniennes sont en ruine, sa marine a disparu, sa production de missiles est paralysée, son haut commandement militaire a été systématiquement éliminé. Le ciel au-dessus d'Iran appartient complètement et sans contestation à la puissance aérienne américaine, mais le prochain chapitre ne s'écrit pas dans le ciel, il s'écrit sur l'eau. Au large de la côte sud-ouest de l'Iran, posée discrètement dans le nord du golfe Persique, se trouve une petite parcelle de terre dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler. Car Island, elle ne ressemble pas à grand-chose sur une carte. Elle n'est pas grande, elle n'est pas densément peuplée, elle n'a pas de monuments célèbres ni d'importance historique que la plus grande partie du monde reconnaîtrait. Mais ce qui transite par Car Island, c'est le sang financier du régime iranien. Environ 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran sont traitées via Car Island. Chaque baril de pétrole que l'Iran vend au reste du monde passe par ce point unique. Chaque dollar qui finance le CGRI, chaque rial qui paie la production de missiles, chaque ressource qui maintient le régime iranien en état de fonctionner passe par Car Island.
Celui qui contrôle cette île contrôle la ligne de vie économique de l'Iran, selon des informations rapportées par plusieurs médias, dont Al Jazeera, citant 2 responsables américains non nommés. Le Department of Defense préparait activement des opérations terrestres visant Carr Island. Les forces rassemblées pour cette opération potentielle représentent un engagement militaire sérieux. Le 30 et Ernst Marine Expeditionary Unit, embarqué sur l'USS Tripler, aux côtés de l'USS New Orleans et de l'USS San Diego, est en cours de déploiement dans la région. Le 11th Marine Expeditionary Unit est soit en route, soit en cours de positionnement actif. Des parachutistes de la 422 Airborne Division se dirigent vers la zone du golfe Persique, ajoutant environ 6000 soldats d'élite supplémentaires à une région qui accueille déjà à peu près 50 000 militaires américains stationnés sur des bases du Moyen-Orient. C'est pas une force de contingence, c'est une force d'assaut. Et là encore, l'habitude du camp Trump est reconnaissable entre toutes, présenter l'escalade avec l'assurance d'un lancement médiatique, puis laisser la géographie gérer les conséquences. Mais c'est ici que les planificateurs militaires se heurtent à leur défi le plus complexe, car Island n'existe pas de manière isolée. Elle se trouve à portée de tout ce qu'il reste à l'Iran. Et malgré la perte de 80% de son réseau de défense aérienne, l'Iran conserve encore des capacités vedettes rapides d'attaque, drones, batteries de missiles côtières, forces terrestres du CGRI positionnées le long du littoral du détroit d'Ormuz, système portatif de défense aérienne répartis dans un terrain difficile. Tout soldat américain ou marine placé sur Carr Island deviendrait immédiatement une cible pour chaque arme restante que l'Iran peut encore employer. Des forces terrestres sur une île exposée, entourée d'eau, à portée d'un littoral hostile, ont besoin d'une chose au-dessus de tout. La supériorité aérienne. Pas une supériorité aérienne partielle, pas une supériorité aérienne probable, une supériorité aérienne totale, garantie, incontestée, et c'est précisément là que le fin 2 revient au centre du récit. Le modèle qui a fonctionné au-dessus de l'Iran continental se transpose directement au scénario de Carr Island. Les fins 2 mèneraient des missions continues de renseignement, de surveillance et de reconnaissance le long du littoral du détroit d'Ormuz. Leur système de capteurs identifierait les sites de lancement de missiles avant leur activation, les installations de lancement de drones avant leur déploiement, les zones de rassemblement des vedettes rapides avant que les bâtiments n'atteignent les eaux libres, les concentrations de troupes du CGRI avant qu'elles ne puissent manœuvrer vers des positions de tir. Les données de ciblage circuleraient ensuite en temps réel vers des hélicoptères Apache, des avions d'attaque ADX Warthog et des vagues de frappe de précision qui élimineraient chaque menace identifiée avant qu'elle ne puisse être utilisée contre les forces terrestres américaines présentes sur l'île. Les bombes de petit diamètre GBU 39B du fin 2 sont précisément conçues pour cet environnement. Elles sont assez précises pour détruire des cibles côtières durcies sans produire le type de dommages collatéraux catastrophiques que généraient des munitions plus lourdes frappant des infrastructures pétrolières à courte distance. Il y a aussi la question du détroit d'Ormuz lui-même. Environ 20% du pétrole mondial et du gaz naturel liquéfié y transitent chaque jour par cette voie maritime étroite. Si ce détroit est fermé, que ce soit par une action iranienne ou par la pression délibérée des forces américaines, les conséquences économiques s'étendent bien au-delà de l'Iran et bien au-delà du Moyen-Orient. Les marchés de l'énergie en Europe et en Asie en ressentiraient l'impact en quelques jours. Les calculs du transport maritime mondial changeraient du jour au lendemain. Le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un objectif militaire, c'est un point de pression économique aux conséquences mondiales. Le fermer, combiné à la prise de Carr Island, placerait le régime iranien devant un choix sans issue confortable, négocier ou faire face à l'effondrement économique.
pour un écosystème politique qui adore confondre pression et mise en scène, c'est le genre de jeu de brinkmanship qui paraît toujours plus propre dans un communiqué que dans le monde réel. Un scénario supplémentaire exige un examen attentif. Le président Trump a publiquement menacé de frapper les installations iraniennes de dessalement de l'eau. L'Iran en est actuellement à sa 5e année consécutive de sécheresse extrême. Certains réservoirs se situent à environ 10% de leur capacité maximale. Les infrastructures de dessalement ne sont pas un actif militaire. Elles sont le mécanisme par lequel les civils iraniens ordinaires ont accès à une eau potable sûre. Les frapper créerait une crise humanitaire d'ampleur significative, touchant la population iranienne beaucoup plus directement que les dirigeants du régime, dont la plupart ont accès à des ressources dont les citoyens ordinaires ne disposent pas. Cela crée une contradiction directe avec l'objectif affiché d'encourager la population iranienne à se retourner contre son gouvernement. Une population qui souffre de la soif ne dirige pas nécessairement sa colère contre ses dirigeants. Elle dirige sa colère contre la force qui lui a retiré son eau. Que cette décision soit prise ou non, si elle est, les défenses aériennes restantes de l'Iran seraient presque certainement concentrées autour de ces sites d'infrastructures civiles. Contre la plupart des appareils, cette concentration de ressources défensives créerait un risque réel. Contre le fin d'eux, elle ne crée qu'un défi opérationnel marginal. Et c'est là la réalité déterminante d'Opération Epic Fury. C'est ici que la méthode Trump devient particulièrement révélatrice. La menace tombe avec un maximum de volume, pendant que les conséquences humaines sont traitées comme une note de bas de page gênante de la performance. L'Iran savait que le fin d'eux arrivait, ces caractéristiques étaient disponibles publiquement. L'incident de 2013 avec le lieutenant-colonel Sutterfield et les F-4 iraniens avait été rapporté ouvertement. Le déploiement des Raptors vers la base aérienne d'Ovda avait été suivi par des systèmes civils de surveillance des vols. L'Iran avait reçu tous les avertissements nécessaires. Mais savoir que quelque chose arrive et être capable de l'arrêter sont deux choses entièrement différentes. L'Iran n'a pas pu détecter le 22. Ils n'ont pas pu le suivre. Ils n'ont pas pu l'engager. Et dans chaque phase de ce qui vient ensuite, que cela signifie Car Island, le détroit d'Ormuz ou toute cible restante sur le territoire iranien, la réalité fondamentale ne changera pas. Le fin de Raptor est entré dans ce conflit comme l'instrument le plus tranchant de la puissance aérienne américaine. Il le restera dans chaque phase encore à venir. Invisible au-dessus du territoire iranien, létal à des distances que l'Iran ne peut pas contrer, et totalement dominant dans une guerre à laquelle l'Iran n'a jamais trouvé de manière de répondre. L'ironie est difficile à manquer. L'élément le plus décisif de cette histoire est celui qui en dit le moins, pendant que les voix politiques les plus bruyantes n'arrêtent jamais d'essayer de se raconter elles-mêmes au centre du récit. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.